l'invité de la matinale sur La Première. Il est précisément 6h48 et en direct du studio radio de La Première, nous recevons Madame Laure Chatin, vice-bâtonnière, pour parler ce matin de la mobilisation contre la réforme de l'organisation de la justice. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Oui, en métropole, les personnels de la justice ont manifesté mercredi contre la réforme du système judiciaire qui sera présentée le 18 avril en Conseil des ministres. Un mouvement de protestation nationale relayé également au palais de justice de Nouméa hier. Bonjour maître. Bonjour. On va essayer d'y voir plus clair. La mise en place de tribunaux criminels, c'est l'un des points qui vous inquiète dans la réforme, motif évoqué par le gouvernement, accélérer les procédures en désengorgeant les cours d'assises. Pourquoi l'argument ne serait-il pas valable en Nouvelle-Calédonie ? Alors en Nouvelle-Calédonie, on a un système qui fonctionne bien mieux qu'en métropole en ce qui concerne notamment les procédures criminelles. Vous avez des dossiers avec une instruction qui est de 18 mois et il n'y a plus d'attente pour passer à la cour d'assises, ce qui fait que les dossiers passent à la cour d'assises rapidement. Donc l'argument de dire les procédures en métropole peuvent durer 3 à 5 ans pour être jugées, ce qui est énorme et contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, ça ne s'applique pas pour nous. Ce qui prouve aussi qu'une justice rapide ne met pas en péril une justice de qualité. Alors, la cour d'assises, c'est le summum de la justice. C'est pour les crimes, donc pour les affaires les plus graves. Et c'est ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le moins attentatoire aux libertés, ce qui permet au mieux à la victime de s'exprimer, ce qui permet de comprendre éventuellement les motivations de l'accusé, ce qui permet d'entendre les témoins et ce qui permet aussi de faire participer le peuple, puisque les jurés sont un juré populaire, sont issus de la population. Et donc, pour moi, c'est la vitrine un petit peu de la France en termes de justice. Et c'est vraiment dommageable d'y renoncer. Oui, parce que les jurés populaires, ils seraient remplacés, dans ce projet de réforme, les jurés populaires seraient remplacés par des magistrats professionnels. Et ça, pour vous, c'est une inquiétude. Alors, c'est pas que c'est une inquiétude, c'est que c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'on a coupé... Alors, je peux très bien comprendre qu'en métropole, on ait un vrai problème de longueur de procédure. Ça, c'est très attentatoire aux libertés. Parfois, les gens sont en prison en attendant d'être jugés. Mais le problème, c'est d'avoir coupé en disant les crimes de 5 ans ou 20 ans seront sur un tribunal criminel avec des magistrats professionnels. C'est d'avoir coupé de manière quantitative et pas qualitative. Parce qu'il y a des crimes, et notamment les viols, à mon sens, qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on prenne le temps. Et justement, il y a un aspect pédagogique à la cour d'assises, à faire participer des gens de la rue et à leur faire comprendre, à la population les problèmes et les conséquences de ce type de crime. Il y a une échelle qui est établie du coup dans certaines affaires, une gradation que vous n'acceptez pas. Voilà, on pourrait dire qu'il y a des crimes moins graves et des crimes plus graves. Et ça, couper en deux en disant ça c'est des crimes moins graves et ça c'est des crimes plus graves, pour nous c'est un problème. Les avocats seront moins nécessaires finalement dans certaines affaires. C'est aussi ça qui est au cœur de cette réforme. Alors pas dans ce type, oui. Bien évidemment, j'espère, bien évidemment pas dans les crimes, mais c'est vrai. Alors là-dessus, le gouvernement a reculé, notamment sur les CRPC, ce qu'on appelle le plaidé coupable, ou pour simplifier, pour accélérer, on avait suggéré que les avocats seraient plus obligatoires. Or, si cette procédure peut exister, c'est justement parce qu'il y a une garantie, un garde-fou, qui est la présence de l'avocat. Parce que sinon, la personne qui est entendue se retrouve toute seule en face du procureur, n'a pas connaissance de la jurisprudence, de quels sont ses droits. Si on vous dit, voilà, on va vous proposer 6 mois avec sursis, est-ce que vous savez si devant un tribunal, vous auriez eu 3 mois ou 1 an, voilà. Donc si vous n'avez pas un avocat qui vous donne vos droits, qui vous explique ce que c'est, et qui va négocier lui avec le procureur, parce que c'est quand même assez impressionnant, à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont complètement attentatoires à vos libertés. Oui, on pourrait se dire également, Maître Laure Chatin, que c'est un mouvement pour défendre votre profession et non le justiciable. Comment ne pas penser que c'est un mouvement corporatiste ? Vous pouvez le penser, bien sûr. Je veux dire, il y a 2 choses. Nous, notre mission, en tant qu'avocat, digne de ce nom, c'est la protection des libertés individuelles. C'est protéger les gens. Donc,
évidemment, protéger les gens, ça veut dire être présent. Donc évidemment, être présent, ça veut dire éventuellement être rémunéré. Mais vous savez que les rémunérations de l'État aux avocats, c'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. C'est-à-dire que nous, c'est très minime, hein, ce qu'on est payé. Et je peux vous garantir qu'on ne fait pas du droit pénal pour ce que ça rapporte. Oui, le Calédonien, enfin le justiciable, le citoyen a l'habitude de penser que l'avocat gagne bien sa vie. Alors pourquoi il manifeste aujourd'hui? Est-ce que vraiment il a envie de défendre notre intérêt? Sinon, on n'est pas avocat. Vous savez, il y a des tas de métiers qu'on peut faire. Hein. Je veux dire, si on est avocat, c'est pour défendre les gens. Bien évidemment, on a besoin de gagner notre vie aussi. C'est vrai que c'est une population qui se paupérise, hein, parce que... alors, en Nouvelle-Calédonie, ça va. Je veux dire, j'ai pas, en tant que membre du Conseil de l'Ordre et vice-bâtonnier, j'ai pas connaissance de gens qui sont vraiment dans la misère. Mais c'est un métier qui est dur, qui demande un gros investissement. Hein. On peut être appelé la nuit pour aller en garde à vue. Hier, j'étais à Coné, hein, on fait 700 km pour défendre des gens. C'est normal qu'on soit rémunéré. Maintenant, l'avocat permet l'accès au droit parce que justement, il y a une grosse partie de la rémunération des avocats qui est une indemnisation, je le rappelle, donc ce qui est très faible, qui est payée par l'État pour permettre aux gens, à tout le monde, d'avoir accès à un avocat, d'avoir accès à ce monde qui est quand même opaque, qui est la justice. Et nous, on fait le lien entre les gens et la justice. Donc c'est pas... Alors je sais, on a l'habitude de dire, les avocats et les médecins, hein, depuis que je suis gamine, j'entends ça, à chaque fois qu'ils sont pas contents, ah ben vous êtes des nantis. Ben c'est pas vrai. Et même si c'était vrai, ça nous empêcherait pas de faire bien notre travail. Oui, c'est bon de l'expliquer parce qu'il y a aussi ce fait-là, c'est que vous avez du mal à mobiliser l'opinion publique ici et ailleurs. Autre sujet d'inquiétude, la mise en place de plateformes privées, de médiation pour des petits litiges. Ça, c'est une application qui pourrait nous concerner également? Après, à terme, il faut bien qu'on soit conscient que le monde bouge et qu'il y a d'autres vecteurs sur lesquels on ne peut pas échapper. Après, c'est difficile parce que ce que je vais vous dire, c'est un avis personnel. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace le lien et la rencontre. Hein. Je veux dire, on ne peut pas défendre correctement les gens si on ne les a pas rencontrés, si on ne les connaît pas. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on est assez protégé de ce type de procédure qui nous concerne finalement pas tant que ça. C'est l'accès aux juges qui serait éventuellement limité, c'est ça? Alors, après, on est surtout dans des procédures qui sont civiles. Qui nous concerne moins, puisque les compétences régaliennes, c'est le droit pénal et en droit civil, par exemple en matière de divorce, avec une grosse inquiétude de la part de nos confrères en métropole. Aujourd'hui, les réformes du divorce ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. Donc ça ne nous concerne pas dans un premier temps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse inquiétude en métropole, puisque l'accès au juge, il est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, et qu'on a essayé de mettre des procédures en place qui soient différentes. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas demandé aux avocats ce qu'ils en pensaient, on n'a pas fait participer les avocats qui sont les premiers à avoir la connaissance du droit. Donc il y a ce manque de concertation avec votre profession. Il y a ce manque de concertation au départ qui a fait qu'on a un souci avec cette loi. Qu'est-ce que veut le gouvernement finalement, Laure Chatin? C'est moderniser la justice. Vous êtes contre ou pas? Alors, je pense qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en compte et le gouvernement a raison de légiférer. Je pense que, évidemment, on a un accès à la justice qui peut être compliqué, qui peut être long, mais nous, on est là pour dire attention. Que vous légifériez, c'est normal. Que vous disiez, il faut un accès plus facile à la justice, c'est normal. Mais attention, la rapidité permet souvent de faire tomber les libertés de chacun ou le temps de parole de chacun. Et l'accès au juge, c'est quand même un droit fondamental. C'est important pour les gens. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ont un accès au juge, qu'on a une justice qui est indépendante. Et nous, on est là, justement, on est un garde-fou. On dit attention. Par exemple, en matière de victimes, on nous a dit, maintenant, quand vous portez plainte, si le procureur ne suit pas votre plainte, avant, au bout de 3 mois, vous aviez possibilité de saisir un juge d'instruction. Maintenant, c'est 6 mois. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une garantie pour les victimes, de savoir qu'il faut attendre 6 mois d'inaction du parquet pour pouvoir faire quelque chose. Alors, maître, vous traitez également beaucoup d'affaires liées aux agressions sexuelles. On dit souvent que la Calédonie est très concernée. C'est une constatation que vous faites également en tant qu'avocat?
Alors la Calédonie est très concernée. Je ne sais pas si statistiquement il y a plus d'agressions sexuelles en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Ce qu'on peut constater, c'est que la parole se libère et que du coup on a plus d'affaires. Je sais que, et on en parlait justement en ce qui concerne la cour d'assises, c'est très important d'avoir une relation, un aspect pédagogique, et le fait d'avoir des jurés par exemple permet aux gens d'entendre et de comprendre, et finalement permet peut-être de libérer la parole, parce que de revenir dans son milieu avec en disant voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est, voilà les conséquences pour une victime d'agression sexuelle. Donc ça, c'est très important. Alors, maître Laure Chatin, vice-bâtonnière, on se retrouve tout à l'heure à partir de 7h06 avec les téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Madame Laure Chatin, vice-bâtonnière, est avec nous ce matin. C'est notre invitée pour parler de la mobilisation contre la réforme de l'organisation de la justice. Nous attendons vos questions comme d'habitude. 258, et s'il vous plaît, n'attendez pas le dernier moment pour prendre la parole. Thierry Belmont. On dit souvent on entend souvent les avocats dire que la réforme annoncée est la mort lente de la justice de proximité. Est-ce que les avocats n'y vont pas un peu fort quand même avec ces propos-là, maître Laure Chatin ? Ça fait longtemps qu'on sait que qu'on veut supprimer des petits tribunaux, et nous on se bat contre ça. On se dit que la justice de proximité, elle est très importante. Si les gens doivent faire 100 km pour aller se rendre à leur tribunal, c'est un peu compliqué. En Nouvelle-Calédonie, on a un tribunal dans le Nord qui se développe justement contre ce problème pour qu'il y ait toujours une justice de proximité. Non, je crois qu'on a raison de tirer la sonnette d'alarme. Je crois qu'il faut, bien que le gouvernement dise non, c'est pas vrai, non, je crois qu'on a raison de le faire. En Nouvelle-Calédonie, notre justice a quand même des spécificités. Ces spécificités sont acquises. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du fait d'associer le monde coutumier à la justice ? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ? Bien évidemment, je veux dire, c'est très important. On vit dans un monde, dans une île particulière. Nous, on est très en avance, par exemple, sur la métropole, qui a essayé de mettre des assesseurs au tribunal correctionnel et qui a échoué. Ici, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose dont on est vraiment fier. Oui. Vous plaidez régulièrement des affaires de mœurs, d'agressions sexuelles. On en a parlé en première partie. Des affaires de quel genre aujourd'hui, quand on dit qu'il y a de plus en plus d'agressions sexuelles? Vous avez dit que ce n'est pas forcément le cas en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, la parole se libère davantage. C'est ce que vous nous avez précisé. Des affaires de quel genre sont de plus en plus jugées en Nouvelle-Calédonie? Je peux pas vous faire des statistiques à moi toute seule avec ma petite lorgnette. On a des affaires de tout genre. On a la dernière session d'assises, on avait un viol sur une personne qui sortait de son travail et qui allait à son parking, qui est tombée sur un individu qui lui a fait subir les pires outrages. On a des viols d'enfants au sein de la famille. On a des viols de femmes par leur conjoint et qui sont des viols de soumission, d'humiliation et de violence gratuite. On a tout type d'agression sexuelle. Donc, je ne peux pas dire qu'on a un type particulier d'agression en Nouvelle-Calédonie. Quand vous dites que la parole se libère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est là, qui se fait davantage aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie de la population. On voit cette marche, il y a deux marches d'ailleurs qui ont lieu aujourd'hui. Quel est votre sentiment? C'est ça? Je crois que la parole se libère dans l'agression de type intrafamilial. C'est-à-dire que moi, j'ai des mamans qui sont venues dans mon bureau avec leur enfant, leur petite fille qui a été agressée sexuellement et qui me racontent, mais quasiment toutes, qu'elles aussi, elles ont subi ce type d'agression quand elles étaient enfants, que leur mère l'a subi et que maintenant ça suffit. On va partir au standard. Oui, il est presque 7h10 et nous y retrouvons Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Bruno, bonjour à tout le monde. On vous écoute. Donc vous, madame, vous êtes avocate. Oui, c'est ça. Madame est avocate. Donc vous plaidez, vous ne sanctionnez pas. C'est ça. Bon. Elle défend. Alors, moi, je voudrais savoir, quand vous plaidez des gens comme des trucs sexuels, tout ça, là, comment vous arrivez à défendre ces gens-là? Et comment ça se fait qu'ils ne sont pas plus punis que ça par la loi? Parce qu'il y en a tellement que plus ça va, plus ça devrait être puni sévèrement. Et puis la deuxième question, c'est au point de vue de vos juges,
quand vous dites il est condamné à perpétuité avec une peine assortie de 20 ans moins à perpétuité, quand je regarde dans le dictionnaire, ça veut dire à vie, quoi. Donc je voudrais savoir pourquoi vous dites assorti d'une peine de 20 ans. Je sais qu'il va être condamné qu'à 20 ans ou 25 ans, mais à ce moment-là, supprimez ce mot perpétuité. Voilà, madame, j'attends vos réponses. Merci. Merci Philippe. Laure Chatin vous répond. Bon, je vous remercie. D'abord, je ne peux pas supprimer un mot de la loi. Vous savez, quand on est avocat, on vous apprend, parce qu'on fait des études qui sont longues, et on vous apprend que votre travail, c'est de défendre les gens et de défendre tout le monde. Et que si les avocats ne défendaient pas les gens qui ne sont pas défendables, mais personne ne les défendrait et personne ne pourrait comprendre ce qu'ils peuvent avoir au fond d'eux, parce que les êtres sont des êtres humains et qu'on est là pour parler en leur nom. La défense pénale, c'est très très important pour qu'on soit dans une démocratie et qu'on ne juge pas les gens sans qu'ils puissent avoir donné leur point de vue ou qu'ils se soient défendus. Après, je trouve qu'en Calédonie, les peines, elles sont relativement sévères. Même par rapport à la métropole, on a un niveau de peine sur les agressions sexuelles qui est plus élevé. Ensuite, concernant la perpétuité, ce dont vous voulez parler, c'est ce qu'on appelle la peine de sûreté. On dit qu'il y a une peine de sûreté de 20 ans. La perpétuité, le principe qui est en France, enfin en métropole et chez nous, c'est le même principe, c'est qu'on ne peut pas ne pas donner un minimum d'espoir aux gens. Et si on condamne les gens à perpétuité, si on leur dit « Monsieur, vous allez mourir en prison », on a des gens qui ne sont pas facilement tenables en prison. Et on estime voilà, qu'il faut qu'il y ait un minimum d'espoir. Maintenant, il faut savoir que les gens qui partent pour une peine de perpétuité avec 20 ans de période de sûreté, ils sont quand même pas prêts de ressortir. Oui, c'est pour justement encadrer cette peine que l'on parle de peine de sûreté, pour pas que la personne dans des affaires graves sorte... Voilà, c'est une peine incompressible. Dans laquelle on ne pourra pas sortir. Comment vous prenez, vous, en tant qu'avocat, du recul? On se pose souvent quelquefois la question, quand on juge des affaires extrêmement graves, des affaires d'agression sexuelle, comment un avocat arrive à prendre du recul sur certaines affaires? Je crois qu'au bout d'un moment, certains avocats sont usés. Et certains avocats me disent « Mais comment est-ce que tu peux faire pour défendre encore ou pour être là, pour voir toute cette misère ?» C'est notre métier. Je veux dire, les médecins, ils ont aussi un recul à prendre. Nous, on prend du recul. Je crois que tant qu'on va bien dans sa vie, on peut apporter quelque chose aux gens. Mais quand vous dites que vous êtes usé, est-ce que vous allez bien? Alors moi, je suis pas usée. Hein. Moi, quand vous dites que certains avocats sont usés. Mais certains avocats m'ont dit, voilà, moi j'ai fait des centaines de dossiers comme ça, ou des dossiers de défense, à force de défendre des gens, de voir la lie de la société, de voir des gens qui on a du mal à trouver de l'humanité. C'est vrai que ça use. Mais à ce moment-là, c'est un métier qui est très riche. Hein. On peut faire des tas de choses quand on est avocat. Il y a des tas de domaines. Et on n'est pas... tous les avocats ne sont pas des avocats pénalistes. Hein. Justement, est-ce qu'il faudrait plus d'avocats kanaks en Nouvelle-Calédonie? On parle beaucoup de la calédonisation de la justice. Est-ce qu'il faut la mettre en route véritablement? Les avocats peuvent être de tous bords. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche les Kanaks de faire des études de droit et de devenir avocats. Aujourd'hui, tout est ouvert. Hein. D'ailleurs, on en a des avocats Kanaks. Oui. Ils arrivent doucement. Oui, c'est très important, bien évidemment. Il y a un déficit de candidats au concours de la magistrature. Là aussi, c'est important d'avoir des Kanaks, des Calédoniens qui soient magistrats en Nouvelle-Calédonie. Ça apporterait quoi à cette justice, selon vous? Alors, il y a des magistrats Kanaks, puisque à côté, dans les affaires de droit coutumier, les magistrats, ils sont là, ils sont présents. On a un magistrat de souche et on a des assesseurs, et les assesseurs sont magistrats quand ils jugent à part entière. Donc ils existent. Maintenant, ils n'ont pas fait des études de droit pour être magistrats, mais ça existe aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui, il faudra aller plus loin? Chacun est libre des études qu'il fait. Je veux dire, il n'y a pas de moyen de pousser. Alors, moi, je suis déjà intervenue dans des lycées, notamment au lycée d'Ocamo, pour dire, voilà, les avocats, c'est ça, on fait ça comme métier, ça peut vous intéresser, allez-y, faites des études de droit, bien évidemment. Vous essayez de donner envie, de faire naître
cette vocation. Oui, je pense que l'objectif un petit peu du bâtonnat, de notre bâtonnat, c'est de mettre en avant notre profession et de donner envie à des gens de faire ce métier qui est un métier formidable. Maître Laure Chartin, vice-bâtonnière à Nouméa, merci beaucoup d'avoir été avec nous à notre micro ce matin. Merci beaucoup, madame.